Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. On va finir le cours de la dialyse péritonéale. En fait, c'est la deuxième partie. La première partie, je l'ai faite quand même il y a un petit bout de temps et j'avais complètement omis de la finir. Donc, j'en profite aujourd'hui pour terminer ce cours qui est très intéressant pour tous les résidents en néphrologie. Donc, il faut savoir que la dialyse péritonéale est une sorte de dialyse naturelle utilisant une membrane, c'est la membrane péritonéale. Donc, cette membrane est très sensible, comme toutes les membranes. Elle est différente d'un individu à un autre, comme on a des couleurs de yeux différentes, comme on a une couleur de peau différente. On a aussi des péritoines de qualité différente. Ce péritoine, à fur et à mesure qu'il va être utilisé, il va s'user avec le temps. C'est pour ça que la dialyse péritonéale a un temps particulier de survie. Donc cette technique n'est pas indéfinie, mais généralement, on dit en moyenne que la dialyse péritonéale dure pendant 8 ans, voire 10 ans maximum. Et c'est secondaire à l'altération du péritoine. Et c'est prouvé par plusieurs études. Vous voyez ici que l'épaisseur et la vasculopathie, qui sont le gage d'une dégradation très visible du péritoine, à fur et à mesure que la dialyse péritonéale est appliquée durant des années. Et cette altération du péritoine, elle est due à deux types de toxicité, la toxicité aiguë et la toxicité chronique. On va commencer par la toxicité aiguë. Elle est secondaire à la qualité du dialysat. En fait, c'est une sorte de bioincompatibilité, si vous voulez, une bioincompatibilité d'un autre type. Donc, c'est la qualité du liquide qu'on va introduire, le liquide péritonéal bien sûr, qui va entraîner des réactions de bioincompatibilité secondaires à son pH acide et aussi à l'agent osmotique qui est utilisé, qui est le plus souvent le glucose. Ce glucose est un agent hyperosmolaire et en fait, on est obligé de stériliser le liquide de dialyse péritonéale. Et pour le stériliser, on ne peut pas utiliser la chaleur. Vous savez, enfin, toutes les femmes et même certains hommes savent très très bien que lorsqu'on chauffe le glucose, ça va se transformer en caramel. Donc, il est impératif de stériliser les poches de dialyse sans chaleur en fait. Et pour pouvoir les stériliser, on va diminuer son pH. Donc, on va produire des poches à pH acide. Et pour ne pas agresser la membrane par ce pH acide, on utilise des tampons lactates. Mais malheureusement, le pH acide utilisé et les tampons lactates, mais aussi le glucose en lui-même, sont très 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 toxiques pour le péritoine. La toxicité chronique est un autre volet. En fait, vous savez que le glucose va se dégrader en contact d'une membrane naturelle de cellules. En fait, il va se transformer en produit de dégradation du glucose et par la suite, on va avoir des PGA, c'est les produits de glycation avancée. En fait, ça va donner une vasculopathie. C'est comme le diabète. C'est la même histoire du diabète, mais dans la dialyse péritonéale, elle est localisée au niveau du péritoine, des cellules du péritoine. Donc, comment faire? Les néphrologues ont longtemps essayé de trouver une solution à ce problème. En fait, il y a eu l'avènement des solutions physiologiques plus compatibles avec cette membrane péritonéale très très sensible. Elle est très fine, c'est comme un filtre des machines à café. Donc, ils ont d'abord pensé aux poches bicompartimentales, c'est-à-dire il y a un côté qui est acide avec le glucose, ça permet de stériliser le glucose sans qu'il se transforme en caramel. Et vous savez très bien que lorsqu'on chauffe du sucre, si on met quelques gouttes de citron, ça ne va pas se transformer en caramel. Donc, on va chauffer les poches, on va stériliser les poches à la chaleur en présence du glucose, mais dans un pH acide permettant de ne pas le faire cristalliser. Et dans l'autre poche, il y a les tampons avec un pH alcalin. Donc, au moment d'utilisation, le patient va mélanger ces deux compartiments et on va avoir une solution instantanée. Cette solution instantanée est beaucoup plus compatible avec la membrane péritonéale.
La deuxième solution physiologique, c'est ce qu'on appelle l'écodextrine. On va utiliser l'écodextrine, c'est un sucre complexe, comme agent osmotique au lieu du glucose. Mais il a des côtés positifs et des côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que c'est un osmose secondaire à ce sucre complexe. Il y a une faible teneur de produits de dégradation de glucose parce que c'est, je vous ai dit, que c'est un sucre complexe, donc très difficile à dégrader. Et comme l'écodextrine n'est pas absorbée ou très 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 faiblement absorbée, en fait, on maintient une force d'ultrafiltration continue. Les côtés négatifs de cette poche à écodextrine, c'est la toxicité aiguë par un pH quand même bas, 5,8, et des tampons lactate à 40 mmol par litre. Mais aussi le fait que l'écodextrine va être absorbée, je vous dis, avec une toute petite quantité. Hein, l'écodextrine est très peu absorbée. Mais la quantité absorbée, elle peut interférer avec les glucomètres. Donc, c'est très impératif qu'on apprenne aux patients sous DP qui sont diabétiques et qui sont mis sous écodextrine. En fait, il y a une carte qu'ils doivent la mettre autour du... En fait, on la met autour du cou. On ne sait jamais s'il fait un malaise dans la rue et il n'y a pas une personne avec lui, il n'est pas accompagné. En moi, cette carte va permettre aux médecins qui vont le prendre en charge de comprendre que ce patient est sous hélice péritoniale, qu'il prend l'écodextrine comme moyen d'épuration, et cette écodextrine, elle peut interférer avec les lecteurs de glycémie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on prend la glycémie capillaire par un lecteur de glycémie, on va avoir un résultat faux. On va avoir une hyperglycémie fausse, parce que l'écodextrine va être reconnue comme le glucose. Et automatiquement, le médecin qui prend en charge un patient qui fait un malaise et chez lequel le glucomètre montre une hyperglycémie, il va donner une injection d'insuline. Donc, il y a eu des accidents en Europe et aux États-Unis. Il y a eu des comas hypoglycémiques secondaires à cette fausse hyperglycémie induite par l'interaction de l'écodextrine avec les lecteurs de glycémie. Il faut faire très attention. Il faut vraiment parler avec les patients diabétiques qui sont sous écodextrine et surtout, le batch doit être toujours porté par le patient. L'écodextrine aussi est pourvoyeur de réactions allergiques, donc il faut faire très attention et surveiller toute réaction allergique. Alors ça peut être cutanée, ça peut être respiratoire. Il faut faire vraiment très attention. La troisième poche à solution physiologique, c'est la poche à acide aminé. On va utiliser l'acide aminé comme force osmotique pour l'ultrafiltration. Il a l'avantage de ne pas avoir des produits de dégradation de glucose du tout, puisque c'est de l'acide aminé. Il a un effet nutritif. En fait, les acides aminés vont être absorbés et ça fait quand même un apport en protéines. Le côté néfaste, c'est que ça augmente l'urée, puisque l'acide aminé, les protéines leur dégradation aboutit à l'urée. Donc ça diminue la qualité de dialyse, mais aussi ça augmente le risque d'acidose. On sait très bien que la dégradation des protéines entraîne une acidose. Donc l'utilisation de ces poches physiologiques permet de diminuer tous les facteurs d'inflammation locale. Et ça se voit avec beaucoup d'études. Et même à l'état histologique, on voit avec le temps, lorsqu'on utilise des solutions physiologiques, que le péritoine se répare. Donc, il y a quand même un grand intérêt à utiliser ces liquides physiologiques. Plus encore, cette biocompatibilité entre le liquide lorsqu'on utilise des solutions physiologiques et le péritoine, permet de diminuer l'inflammation locale, mais aussi de préserver la fonction rénale résiduelle. Et ça a été prouvé par plusieurs études, ça fait quand même une dizaine d'années. Maintenant, si on parle de qualité, la dialyse péritoniale est une dialyse en continu. Elle est l'équivalent de 12 à 13 ml par minute. Donc, c'est une dialyse efficace. Certes, en comparant à l'hémodialyse, une séance d'hémodialyse est l'équivalent de 15 à 20 ml minute. Mais n'oublions pas que l'hémodialyse est intermittente, alors que la dialyse péritoniale permet de donner une clairance quand même en continu. C'est tout l'intérêt de mettre les patients en dialyse péritoniale.
Donc la qualité de la délice péritonéale dépend de plusieurs facteurs. Déjà la qualité du péritoine. Je vous ai dit que chaque personne a un péritoine bien particulier, différent, comme on a une différence de couleur de yeux, de couleur de cheveux, de couleur de peau, on a aussi une différence de qualité de péritoine. Le PET est un test très important qui nous permet de comprendre la qualité du péritoine de notre patient. Il est proposé en délice péritonéale au bout de un mois et demi, 2 mois maximum des débuts des échanges. Donc après que le péritoine s'est habitué à ce liquide de dialysa, on va effectuer le PET test chez nos patients. Alors, le PET test va nous permettre de comprendre la qualité de notre péritoine. Est-ce qu'il est hyperperméable, hypoperméable ou normoperméable? On va étudier pour cela les deux grandes molécules en fait qui traversent la membrane péritonéale dans des sens inverses. Vous imaginez que la créatinine, c'est un déchet, donc il va partir du sang vers la cavité péritonéale. Le glucose, puisqu'on apporte une solution riche en glucose, va partir, selon un gradient de concentration, du liquide de dialysa vers le sang. Donc on va tester l'apparition de la créatinine dans le liquide de dialysa et la disparition du glucose dans le liquide de dialysa. Et ceci à 0 heure de l'échange, 2 heures de stase et à la 4e heure de stase. Donc, côté apparition de la créatinine, c'est la créatinine du dialysa divisée sur la créatinine sanguine, puisque la créatinine sanguine, c'est la plus élevée. Normalement, c'est tout à fait logique que la créatinine est plus concentrée dans le sang que dans le dialysa. Donc, on va faire la créatinine du dialysa à 0 heure, normalement c'est 0, divisé sur la créatinine sanguine par un bilan sanguin au tout début des échanges. Puis créatinine de dialysa à T2, à la 2e heure, sur la créatinine sanguine, c'est le même bilan au tout début, et aussi à la 4e heure. Donc créatinine du dialysa à la 4e heure, divisé sur la créatinine sanguine sur bilan réalisé avant les échanges. La même chose pour la disparition du glucose. Donc, glucose dans le dialysa divisé sur le glucose du dialysa de départ, à T0. Donc, à 0 heure, c'est 1, puisque le glucose du dialysa est égal au glucose du dialysa à T0, c'est logique. À la 2e heure, on s'attend que le glucose va diminuer. Donc, on va prélever du dialysa, une quantité de dialysa, et on va mesurer le glucose à l'intérieur. Donc, le glucose à T2 sur le glucose de T0, bien sûr dans le dialysa, et la même chose à la 4e heure. Et puis on va rapporter tout ça sur les courbes ici présentes. Et lorsqu'on va, en fait il y a des courbes pour l'apparition de la créatinine et des courbes pour la disparition du glucose. Et lorsqu'on va mettre chaque heure la quantité, enfin ce qu'on a trouvé dans le calcul, on pourra, parce qu'il y a des couloirs, vous voyez ici, il y a des couloirs, il y a du jaune jusqu'au bleu foncé. Le jaune, côté créatinine, c'est-à-dire qu'il est hypoperméable, puis, disons, hypoperméable modéré, puis le bleu, c'est hyperperméable modéré, et plus foncé, c'est hyperperméable franc. La même chose, mais inversement pour le glucose. Donc, le jaune, c'est toujours hypoperméable. L'orange, c'est hypoperméable modéré. Le bleu clair, c'est hyperperméable modéré. Et bleu foncé, c'est hyperperméable franc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire péritoine hypoperméable? Qu'est-ce que ça veut dire péritoine hyperperméable? Qu'est-ce que ça va nous apporter en fait de savoir est-ce que ce péritoine est hyper ou hypo? Donc, dans un péritoine qui est quand même hyper perméable, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il laisse passer les molécules. Donc, on aura une excellente épuration des déchets créatinine. Et on aura aussi, en même temps, on aura un passage important, une réabsorption importante du glucose. Ce qui va faire que, malheureusement, on va... D'un côté, il y a un bon côté et un mauvais côté. D'un côté, on va bien épurer les déchets, on aura une bonne épuration des déchets, mais comme le glucose va être très vite réabsorbé, la force osmotique qui attire l'eau va très vite devenir très faible, ce qui va interférer d'une façon négative sur l'ultrafiltration qui va être très faible.
Donc, chez ces patients-là qui sont hyperperméables, il est très intéressant d'utiliser des cycles courts. Donc, les cycles courts vont nous permettre de profiter au maximum de l'élimination de déchets sans perdre beaucoup d'UF puisque le glucose n'aura pas le temps d'être complètement absorbé. Donc, il est plus intéressant de renouveler rapidement le liquide et pour maintenir une force osmotique toujours constante. Et c'est pour ça que chez ces patients-là hyperperméables, on préfère la dialyse péritonéale automatisée, puisque faire des cycles courts manuellement augmente le risque d'infection. Donc il est intéressant de proposer la dialyse péritonéale automatisée et des cycles courts pour ces patients-là. Par contre, pour les péritoines hypoperméables, c'est-à-dire que les déchets vont diffuser très lentement, parce qu'il est hypoperméable, il ne laisse pas passer les molécules dans les deux sens. Donc les déchets vont être éliminés très modérément et le glucose va être réabsorbé très modérément. Donc c'est des patients qui n'auront pas une bonne épuration des déchets, mais ils auront une excellente ultrafiltration, puisque le glucose qui n'est pas absorbé maintient une force osmotique assez intéressante dans la cavité péritonéale. Et c'est pour ça que ces patients-là, ils ont tout intérêt, les hypoperméables, ils ont tout intérêt à avoir une fonction rénale résiduelle. C'est la fonction rénale résiduelle. Si elle est présente, ces patients peuvent suivre la dialyse péritonéale le plus normalement du monde. Par contre, si le patient qui a un péritoine hypoperméable a une anurie totale, c'est-à-dire il n'y a pas de fonction rénale résiduelle, ces patients-là seraient beaucoup mieux en hémodialyse. Le deuxième facteur qui influe sur la qualité de la dialyse péritonéale, c'est le volume et la qualité du liquide de dialyse péritonéale. Le volume est très important puisqu'il détermine la capacité d'échange et on détermine la quantité que peut recevoir un malade donné dans son péritoine, puisque bien sûr, pour un patient qui pèse 60 kg, c'est pas la même chose. Il peut pas supporter la même quantité de liquide comme un homme de 90 kg. Ou bien, il y a une grande différence entre un patient qui est petit et un retard de croissance qui fait genre 10 ans par rapport à un patient qui a la trentaine et qui a la carrure d'un être humain de trentaine d'années. Donc, pour pouvoir savoir si l'abdomen de notre patient peut accueillir 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, on ne sait pas. Donc, pour ça, il faut faire la pression intrapéritonéale. La pression intrapéritonéale est très importante. En fait, on la fait comme si on faisait la pression veineuse périphérique. On va mettre le patient, on va introduire à l'intérieur du patient, dans son péritoine, une quantité donnée, par exemple 1 litre et demi. On va tester est-ce que le patient peut supporter ce 1 litre et demi sans avoir des douleurs abdominales, une distension, une difficulté à respirer, une pesanteur sur la vessie, etc. Donc on va mettre le patient allongé. On va essayer de faire un angle droit avec les tubulures. On va mettre une poche vide. Vous voyez, quand on ouvre les poches de DP, il y a une poche remplie et une poche vide. Donc, au lieu de mettre la poche remplie en dessous sur la potence, en fait, on va mettre la poche vide. Et on va ouvrir le cathéter. Quand on ouvre le cathéter, il y a un retour. C'est la pression, en fait. Et elle va... en fait, la tubulure, on va la mettre, je vous ai dit, en angle... comme la photo avec le bébé. Vous voyez, il y a le cathéter. On va essayer de maintenir horizontalement le cathéter, puis on fait un angle droit avec la potence et une poche vide sur la potence, n'est-ce pas? Donc, le liquide par pression intrapéritonéale va sortir, il va aller tout au long de la tubulure qui est horizontale, et puis il va essayer de remonter l'angle fait avec la tubulure qui est sur la potence. Donc, on va calculer avec une réglette la distance parcourue par le liquide de dialysa sur la tubulure qui est sur la potence. Donc, on a un objectif qui est de 8 à 12 cm d'eau à la phase de début, et toujours, il faut retenir le chiffre 18.
18 comme 18 ans, la limite d'un adulte en fait. C'est comme ça que je l'ai apprise à l'époque quand j'étais résidente. Donc, il est impératif que la pression intrapéritonéale chez un adulte doit être inférieure à 18 cm d'eau. Donc, quand on met la réglette entre l'angle droit euh, pour calculer la distance parcourue par le liquide, au niveau de la tubulure, donc elle ne doit pas dépasser 18 cm. C'est impératif. Par exemple, si je trouve 16 cm, je dirais que mon patient tolère tout à fait le 1,5 litre qui est dans son ventre. Je vais encore tester pour 1,7 litre, puis 1,8 litre, jusqu'à arriver à un liquide optimal, à une quantité de liquide optimale qui me permet d'avoir une dialyse correcte, sans pour autant gêner le patient dans sa vie, dans sa respiration, dans son transit et dans sa vessie. Donc, il est impératif de trouver ce juste volume, puisque lorsqu'on utilise des petits volumes, bon, quand on utilise beaucoup trop de volume, vous comprendrez vite que le patient va avoir du mal à respirer, il va avoir une distension abdominale très importante, etc., des troubles digestifs, etc. Mais lorsqu'on va utiliser des petits volumes, c'est-à-dire pour un adulte de 60 kg, je vais lui donner 1 litre, ça c'est pas suffisant, c'est un petit volume. C'est quoi le souci avec les petits volumes? Qui vont se concentrer sur une toute petite partie du péritoine. Vous voyez, quand il se met debout, c'est une toute petite partie qui va être en contact avec ce liquide. Et le fait que ce liquide est très concentré en glucose, le rapport entre la surface de la membrane péritonéale et le dialysat va devenir très augmenté. C'est-à-dire qu'une toute petite partie de la surface du péritoine sera en contact avec un liquide très osmotique. Et ça va entraîner, même si le péritoine n'est pas hyperperméable, ça va entraîner une hyperperméabilité. J'espère que vous avez compris, c'est-à-dire quand on utilise des petits volumes, on va créer une hyperperméabilité fonctionnelle, parce qu'il y a un rapport entre la surface du péritoine utilisée et la quantité de liquide qui va se concentrer sur cette surface qui va être très élevée. Donc le péritoine va être hyperperméable d'une façon fonctionnelle. On va créer une hyperperméabilité. Donc on a tout intérêt à trouver le juste volume qui permet à ce patient d'être dialysé correctement sans avoir des troubles respiratoires ou digestifs. La qualité du liquide aussi a un intérêt très important dans la dialyse péritonéale. Vous savez qu'on a des liquides de dialysat à des concentrations variables en glucose. Il y a les poches à 15 grammes par litre, il y a les poches à 25 grammes par litre et les poches à 45 grammes par litre. Les poches à 15 grammes par litre sont dites les poches isotoniques. Les poches à 25 grammes par litre sont dites les poches intermédiaires. Les poches à 45 grammes par litre sont appelées les poches hypertoniques. Donc, il y a un code couleur pour chaque poche. Donc, pour les 15 grammes par litre, la poche isotonique, la couleur, c'est une couleur jaune du pouchant. Il y a une couleur jaune dans les tubulures. Pour l'intermédiaire, c'est une couleur verte. Et pour l'hypertonique, c'est une couleur rouge. Et vous allez tout de suite comprendre que plus il y a du glucose, l'ultrafiltration est importante. Donc, on va utiliser les poches plus concentrées en glucose quand on a besoin d'avoir une ultrafiltration plus importante. Alors, quelle ultrafiltration nous devrons atteindre chez nos patients? En fait, il y a des objectifs bien particuliers. L'ultrafiltration chez un patient anurique doit être supérieure à 750 ml par jour. Alors, si le patient garde une diurèse, c'est-à-dire une fonction rénale résiduelle, l'UF doit être supérieur à 250 ml par jour. Donc, c'est les objectifs, c'est le minimum d'ultrafiltration chez nos patients. Le temps de stase aussi interfère sur la qualité du péritoine. Et le temps de stase est déterminé par l'APEX test. Alors, c'est vrai qu'on commence par une prescription standard, des échanges chaque 4 heures, etc. Mais chaque patient est différent, je vous ai dit. Chaque patient a un temps particulier, son péritoine réagit différemment. Donc on a vu avec le PES test,
sur le temps de stase, aussi l'utilisation de temps de stase pour le PET test. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'APEX, et c'est un test qui nous permet d'avoir vraiment une dialyse sur mesure. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va croiser les courbes de disparition du glucose et les courbes de l'apparition d'une molécule donnée. Ici, c'est l'urée. L'exemple type, c'est l'urée. Mais il y a des courbes pour le phosphore, pour la créatinine, pour le potassium, etc. Et vous voyez là, il y a, à un moment donné, ils vont se croiser. Et c'est un moment et le croisement exact, c'est-à-dire la minute, le temps exact du croisement des deux courbes et le temps apex. Ça veut dire, cette diapo me dit que quand je fais un échange de 65 minutes, je suis en train de diminuer de moitié l'urée. C'est-à-dire pour optimiser. Vous voyez ici que la courbe, elle est très, elle est assez rapide. L'apparition de l'urée est assez rapide, puis ça va s'estomper, ça va s'amortir. Donc si je veux épurer l'urée correctement et rapidement surtout, j'aurai plus tendance à faire des échanges de 65 minutes et de renouveler le liquide pour avoir une épuration plus rapide. Par exemple, pour le potassium, le temps apex du potassium, c'est 30 minutes. C'est-à-dire, si j'ai une urgence une hypercalémie chez un patient en dialyse péritonéale, pour pallier à cette hypercalémie, je dois faire des échanges de 30 minutes. Et comme ça, je vais épurer très très vite cette molécule. Et ainsi de suite. Ce temps apex est utilisé surtout dans la dialyse péritonéale en urgence. Donc, quand on reçoit un patient avec une hypercalémie, la logique dit qu'il faut faire des échanges rapides de 30 minutes. Quand on a l'hyperazotémie au premier plan, on va faire des échanges de 65 minutes. La qualité du cathéter de DP est très importante. Le cathéter de DP doit être en place. Parce que si le cathéter est en place, on peut faire des infusions et des drainages corrects de toute la quantité de liquide. Vous voyez, la position exacte est dans le cul de sac de Douglas. Pour savoir si mon cathéter est en place, il faut absolument que je fasse un aspect face et profil. Le face va me dire que le cathéter est médian, c'est-à-dire qu'il est dans la ligne médiane de l'abdomen, et le profil va me dire qu'il est postérieur, c'est-à-dire dans le cul de sac postérieur, qui n'est pas plus haut, parce que quand il est plus haut, il ne peut pas drainer toute la quantité qui est de liquide qui est dans l'abdomen. Donc, la position normale du cathéter de DP est dans le cul de sac de Douglas, et c'est impératif pour un bon drainage. La réabsorption lymphatique influence beaucoup sur la qualité de la dialyse péritonéale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand on met le liquide dans le compartiment dialysant, le glucose ou toute molécule osmotiquement active, les codextrines, les acides aminés, vont attirer l'eau du compartiment sanguin vers le compartiment de dialysat. À un moment donné, il y aura beaucoup de liquide à l'intérieur du péritoine, de la cavité péritonéale. Il y a comme une rétrodiffusion, c'est ce qu'on appelle la réabsorption lymphatique, puisque la pression intrapéritonéale va devenir assez importante et ça va pousser le liquide à rediffuser vers le côté sanguin. Donc il faut absolument limiter cette réabsorption lymphatique. Et comment la diminuer? En maîtrisant la pression intrapéritonéale. Vous voyez, la PIP mesurée est très très importante. C'est pour ça qu'elle doit être inférieure à 18 cm, parce qu'il faut prendre en considération qu'il y a une ultrafiltration qui va augmenter encore plus cette pression. Et plus la pression est augmentée, plus la rétrodiffusion de liquide par réabsorption lymphatique est importante. Donc il faut faire très attention à ça. Donc vous voyez qu'il y a quand on fait une simple différence de 1 cm de centimètre de mercure, il y a une différence de 1 cm, l'ultrafiltration nette va très significativement augmenter, c'est-à-dire que, plutôt diminuer, désolé. Donc une augmentation de 1 cm de la pression intrapéritonéale va favoriser la réabsorption lymphatique, c'est-à-dire la rétrodiffusion de l'ultrafiltration. Donc il faut faire très attention, c'est un élément important dans la fiabilité de la dialyse péritonéale et dans la quantité de liquide ultrafiltré.
Maintenant, c'est au néphrologue de faire la part des choses. Il doit vraiment combiner pour chaque patient, selon la qualité de son péritoine, selon le test PET, le test APEX, et selon la statue, le corps de ce patient, pour avoir un équilibre en tous ces paramètres. Vous voyez, quand on change un tout petit paramètre, que ce soit le temps de stase, le volume, ça va vraiment changer la qualité de dialyse. Donc, il est impératif de penser et de faire la part des choses entre un temps de stase court ou lent, en sachant les bienfaits et les côtés négatifs du temps de stase sur l'ultrafiltration ou bien sur l'épuration, mais aussi il faut faire attention au volume intrapéritonéal, puisque plus on a un volume important, plus il y aura une diminution sur l'ultrafiltration, plus on a un volume intrapéritonéal faible, plus on va augmenter l'hyperperméabilité de ce péritone. Donc, c'est au néphrologue. C'est pour ça que la dialyse péritonéale est une technique qui nécessite des néphrologues de haut niveau. C'est des néphrologues qui sont très proches des patients et qui réfléchissent tout le temps à comment adapter cette technique qui est vraiment très particulière à nos patients. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une dialyse péritonéale adéquate? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il faut déjà avoir des paramètres cliniques sur nos patients. Il faut qu'il y ait une croissance pondérale et saturale optimale. Ça, c'est pour les enfants. On doit avoir une tension artérielle normale. On doit avoir un état d'hydratation normal avec un bon équilibre du sodium. Et on doit avoir un développement neurocognitif normal pour les enfants. Donc, tous ces paramètres sont cliniques. Maintenant, il faut avoir des paramètres calculables et des objectifs bien définis comme en hémodialyse. Et ça existe aussi en dialyse péritonéale. Donc, une dialyse adéquate est estimée par deux paramètres très très importants. C'est le KT/V de l'urée et la clairance hebdomadaire de la créatinine. Il faut toujours prendre en considération que la dialyse péritonéale est très étroitement liée à la fonction rénale résiduelle qu'elle préserve. Donc, la fonction rénale résiduelle est très importante en dialyse péritonéale parce qu'elle permet de pallier aux défauts de la dialyse péritonéale en elle-même comme technique d'épuration. Donc, on va commencer par la clairance de la créatinine. Donc, la clairance de la créatinine hebdomadaire. Donc, dans la dialyse péritonéale, on calcule les facteurs de bonne dialyse d'une façon hebdomadaire. Donc, on va faire le calcul entre la clairance rénale de toxines plus la clairance péritonéale de ces toxines. Donc, quand vous voyez ici x7, ça veut dire x7 jours. Donc, pour la clairance rénale, on va recueillir les urines de 24 heures. Et on va calculer la créatinine urinaire et l'urée urinaire. Donc, on va faire le rapport créatinine urinaire sur créatinine sanguine, c'est-à-dire le taux d'extraction de la créatinine dans une journée donnée, fois la diurèse, c'est-à-dire la créatinine sera estimée par milligramme par litre, n'est-ce pas? Donc, le taux d'extraction de la créatinine fois la diurèse, fois 7 pour les 7 jours. En fait, on part du principe que la dialyse est homogène tous les jours. Plus le taux d'extraction de l'urée, donc l'urée urinaire divisé sur l'urée sanguine, fois la diurèse en litres pour avoir sur la journée. Et fois 7, c'est hebdomadaire divisé sur 2. Donc, c'est le taux d'extraction de créatinine et d'urée sur une durée de 7 jours. Plus la clairance péritonéale, donc la créatinine dans le dialysa, après une stase de 4 heures bien sûr, divisé sur la créatinine sanguine, c'est un bilan sanguin qu'on fait avant le test, et on va multiplier dans le volume de drainage, c'est-à-dire tout le liquide qui a été drainé, fois 7 jours. Donc, automatiquement, on va avoir la quantité exacte de créatinine qui a été épurée dans une journée et on va la multiplier pour 7 pour avoir la quantité exacte de créatinine épurée par le péritoine
durant une semaine. Cette clairance rénale plus clairance péritonéale doit être rapportée à la surface corporelle du patient, bien sûr. Et on va avoir une clairance globale hebdomadaire normalisée par rapport à la surface corporelle qui sera estimée par litre du volume de drainage et de la diurèse, divisé par semaine et par poids corporel, par surface de poids corporel. Donc normalisé à 1,73 m. C'est très important ici. En fait, vous allez me dire pourquoi on dit clairance globale de créatinine alors qu'on utilise l'urée. En fait, ici, la formule qui est pour le rein, elle est faite pour l'élimination de tous les déchets. Mais on dit clairance de la créatinine par rapport à la clairance péritonéale puisqu'on va tester que la créatinine. Le KT/V, l'autre paramètre, le KT/V de l'urée hebdomadaire, donc c'est toujours celui du péritoine, celui du rein. Le KT/V, c'est la quantité d'urée dans le délysate des 24 heures, plus l'urée dans les urines des 24 heures, divisé sur l'urée plasmatique. En fait, le taux d'extraction d'urée et le temps par le péritoine et par le rein dans une journée, divisé par l'urée de départ, l'urée plasmatique, bien sûr, vous l'avez compris, x 7 pour avoir le KT/V hebdomadaire. Donc ça, c'est pour le KT. Le volume de distribution, comme vous le savez tous, c'est l'eau extracellulaire, donc 58%, c'est entre 58 et 60% du poids corporel. Et comme ça, on peut avoir un KT/V. Bien sûr, je vous demande pas d'apprendre par cœur les formules de la clairance de la créatinine hebdomadaire et le KT/V de l'urée hebdomadaire, puisqu'il y a des logiciels qui sont faits pour les calculer. On introduit juste l'urée, la créatinine, le volume, etc. Et hop, on va avoir les chiffres correspondants. Donc, les objectifs, c'est en DPCA et en DPA, puisque c'est différent. La DPA, vous imaginez, puisque c'est une dialyse de toute une nuit avec des échanges plus courts, on va avoir une clairance, on va s'attendre à une clairance plus importante. Donc, la clairance de la créatinine hebdomadaire doit être supérieure à 60 litres par 1,73 m par semaine, et le KT/V du DPCA hebdomadaire doit être supérieur à 2. En DPA, bien sûr, je vous ai dit qu'il faut s'attendre à une clairance plus importante. Donc, pour la clairance de la créatinine, c'est supérieur à 63. Et pour le KT/V hebdomadaire, c'est supérieur à 2,2. Donc, quand on dit dialyse adéquate, ça veut dire qu'on doit avoir des signes cliniques et des signes biologiques. Les signes cliniques, on les a vus, c'est la tension artérielle, l'état d'hydratation, la croissance, le développement psychomoteur des enfants, etc. Et le côté biologique, c'est la clairance hebdomadaire de la créatinine et le KT/V de l'urée hebdomadaire. Donc, plusieurs personnes qui travaillent en dialyse péritonéale qui travaillent, qui ont beaucoup de passion, ils savent très très bien qu'il faut trouver un paramètre beaucoup plus efficace pour déterminer une qualité de dialyse. Et le paramètre qui a été souvent cité depuis plusieurs années, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de formule pour l'adapter au quotidien, pour calculer les clairances péritonéales, c'est le phosphore. Pourquoi ils ont choisi le phosphore, pas l'urée ou la créatinine comme c'est le cas maintenant? En fait, le phosphore, c'est la molécule qui a le temps apex le plus lent. On a vu que le potassium, c'est 30 minutes. On échange, on fait des échanges de 30 minutes, et on a épuré une bonne quantité de potassium. L'urée, c'est 65 minutes. La créatinine, c'est 1h05. Et puis, le phosphore, c'est celui qui a le temps d'échange le plus lent. Il diffuse très très lentement. Donc, le temps apex du phosphore, c'est plutôt 3 heures, 3 heures et quart. Donc, tout dépend le patient, tout dépend le péritoine. Donc, il faut savoir
que le phosphore, c'est la molécule la dernière qui va être épurée. Donc si on veut vraiment calculer l'efficacité de la dialyse péritonéale, il est logique d'aller chercher la clairance du phosphore. Mais bon, d'accord, logiquement, scientifiquement, c'est ok, mais c'est très difficile de l'appliquer au quotidien dans les services de dialyse péritonéale. Et depuis 2007, ils essayent de l'introduire, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de formule exacte pour la clairance du phosphate. Je pense que c'est la dialyse de demain. Peut-être qu'on aura des formules pour bien déterminer et avoir une idée bien claire de toutes les molécules. Parce que si on se fixe sur la créatinine et l'urée, il faut savoir que le phosphate aussi, c'est un déchet très important qu'il faut absolument l'épurer. Il faut prendre en considération toutes les molécules qui sont lentement épurées entre la créatinine et le phosphate. Donc, c'est une autre dimension de qualité de dialyse. La dialyse péritonéale est une thérapie très complexe. C'est une thérapie qui introduit plusieurs paramètres. Et la thérapie optimale, c'est à la fois un traitement de dialyse, mais aussi un traitement de toutes les complications de l'insuffisance rénale, puisque même sous hémodialyse, même sous dialyse péritonéale, le patient reste toujours en insuffisance rénale chronique. On n'arrive pas à avoir la même clairance que des reins natifs. Subhanallah, on ne peut jamais pallier un organe ou substituer un organe naturel par une technique de dialyse, peu importe sa qualité. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je finirai par dire que la dialyse péritonéale, et je cite un des profs en néphrologie qui est très proche à mon cœur, c'est celui qui a toujours l'habitude de le dire. La dialyse péritonéale est une technique de deuxième choix pour des patients de troisième choix, mais gérée par des néphrologues de premier choix. Ça veut dire que les patients en dialyse péritonéale, c'est des patients qui n'ont pas été acceptés en hémodialyse, en tout cas en Algérie. Et c'est des patients qui sont multitarés généralement. Mais les néphrologues qui les prennent en charge, c'est des néphrologues d'un haut niveau, parce qu'ils ont la mission d'adapter une technique de dialyse sur mesure. Et c'est ça que je veux montrer ici. En fait, si l'hémodialyse, c'est la dialyse en prêt-à-porter, il faut savoir que la dialyse péritonéale est plutôt de la haute couture. On fait cela pour chaque patient. Et c'est ça qui fait que la dialyse péritonéale est la technique que j'adore, et la technique que je privilège, et c'est la technique que je choisirai pour tous mes patients. Et je vous remercie de votre attention.